Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et donc, avec ma collègue Doriana Monteleoni, j'ai travaillé à l'élaboration de cet outil d'auto-évaluation. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement quels sont les domaines sur lesquels se spécialisent pour l'instant les CEP, les centres d'excellence. Alors, nous allons plus particulièrement parler des priorités de développement. Nous avons plusieurs participantes. Nous avons Daniela Manic de l'Académie d'aviation de Belgrade. Nous avons l'IR Erasti, Miguel Altuna Lambide Eziquieta de Bergara en Espagne et ils vont nous parler de leur situation particulière. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ce que vous voyez dans cette première diapositive, c'est un résumé de ce qui se fait. En fait, cela vous dit quels sont les domaines d'excellence qui sont privilégiés au sein de notre réseau. Vous voyez donc que, par exemple, la dimension B, c'est pédagogie et développement professionnel. Alors, nous avons ici un indicateur qui nous dit que tous les formateurs devraient bénéficier d'une compétence appropriée. Mais ce que nous voyons, c'est que dans la moitié de tous les centres d'excellence, membres du réseau, en tous les cas qui ont répondu à ce questionnaire, cela fait partie d'un axe de développement à l'horizon des prochaines années. Donc, cela, clairement, représente un axe de développement prioritaire. Joao a mentionné un autre axe prioritaire qui s'avère en fait aussi être une priorité pour les centres d'excellence. Alors, nous voyons aussi l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à développer ses propres programmes, etc. Et là, nous voyons que 51% de tous les membres de notre réseau se concentrent sur le développement de l'amélioration de cet indicateur et veulent renforcer l'autonomie. Ensuite, par exemple, nous avons en E la spécialisation intelligente, et nous voyons que cela représente 47%. Donc, en fait, cela vraiment est une radiographie des priorités des membres du réseau. Diapositive suivante. Dans cette diapositive, nous tâchons d'aller à un niveau de détail supérieur. Et nous nous concentrons sur l'axe B, la pédagogie. Ici, nous avons essayé donc de comprendre quelles sont les composantes sur lesquelles les centres d'excellence se concentrent plus particulièrement. Nous avons eu 72 entités qui ont répondu pour l'an dernier et cela nous donne une idée de ce qui est considéré comme une priorité par les établissements scolaires en question. Donc, pour vous donner des exemples, nous voyons que des établissements cherchent à augmenter le nombre de formations pour les formateurs. Nous voyons également un fort travail sur le développement du matériel pédagogique. L'évaluation fait également partie d'une priorité de développement de la part des établissements. Nous avons également ici comme priorité le développement personnel et puis l'acquisition de compétences professionnelles, la collaboration avec le secteur industriel, etc., sont également considérées comme des priorités par ces établissements. Ce sont là donc des composantes qui font l'objet d'une grande attention et d'une priorisation de la part des établissements scolaires. Donc, ce sont donc là les domaines auxquels, ou les axes de développement auxquels le réseau doit accorder une plus grande attention, puisque cela correspond à ce qui est considéré comme une priorité par les membres du réseau.
Diapositive suivante. Alors, la manière dont nous pensons pouvoir répondre de manière appropriée au sein du réseau, c'est en construisant des communautés d'échange de bonnes pratiques. Alors, ces communautés seraient composées de 10 à 20 centres d'excellence qui travailleraient ensemble. Alors, la manière dont ce travail se ferait, eh bien, ce serait par un échange en présentiel quand c'est possible, ou un échange à travers des plateformes pour développer une relation de confiance. Cela donc permet de discuter des priorités, de travailler en confiance, de renforcer cette confiance et de voir ce qui peut être fait ensemble. Par exemple, certains projets pourraient être menés de concert, d'où l'importance de la confiance d'ailleurs. Cela permettrait aux membres du réseau de décider où il y a des synergies possibles, où il y a un recoupement. Les domaines, par exemple, où il pourrait être intéressant pour une période de temps donnée de collaborer. Et puis, cela permet également de renforcer la coopération internationale. Nous savons que cette dimension internationale est également une dimension où un certain nombre de membres cherchent à améliorer leur présence et leur visibilité. Alors, j'aimerais maintenant passer à la découverte des bonnes pratiques et ce matin, nous allons nous intéresser à deux domaines, le développement professionnel et les compétences pédagogiques. Et plutôt que de monopoliser la parole, en fait, nous allons regarder à des cas très concrets. Nous allons demander à des formateurs, enseignants de nous en dire un peu plus. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Daniela Manic de l'Académie d'aviation à Belgrade, en Serbie, qui va nous parler des évolutions qu'elle a pu constater dans son domaine, ce qui a été fait pour permettre aux formateurs, aux enseignants de s'inspirer des bonnes pratiques ailleurs et comment se passe le partage de ces bonnes pratiques. Daniela, puis-je te donner la parole? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Oui, merci beaucoup. Je suis très fier d'avoir été invité à prendre la parole à cette conférence. Je suis fier que mon institution soit membre de notre réseau. J'enseigne l'anglais à l'Académie de l'aviation et très intéressé par la coopération internationale. Ce dont je vais vous parler sont effectivement les sujets qui ont déjà été évoqués. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer comment nous développons les compétences pédagogiques. Nous sommes dans une position unique puisque nous sommes le seul EFP dans la région. Nous faisons de la formation dans le domaine de l'aviation militaire. Nous sommes connus pour notre éducation, l'éducation duale que nous fournissons et nous participons au programme Erasmus. L'expérience que nous a donnée l'an dernier, c'est que nous avons pu partager avec un certain nombre d'établissements au sein de l'Union européenne. Et un point particulièrement intéressant, c'était comment utiliser des outils d'enseignement numérique dans notre pratique de formation. J'ai pu bénéficier d'un programme de mobilité, mais 7 jours juste avant le début de la pandémie et le confinement. Et heureusement, j'ai pu participer à cette formation sur l'usage d'outils numériques dans l'enseignement. Cela a été plus qu'utile, vous l'imaginez bien. Donc, comment est-ce que nous partageons? Comment est-ce que nous contribuons à la dissémination de ce savoir? Eh bien, après la mobilité, nous organisons une réunion et puis ensuite, nous élaborons des leçons expérimentales. Un certain nombre de nos enseignants étaient intéressés par le sujet. Ils ont donc assisté en tant que témoins à ces leçons expérimentales que je menais. Je leur ai montré ce que j'avais développé comme matériel pédagogique et les nouveaux outils.
D'ailleurs, j'aimerais dire que cela n'est pas seulement quelque chose que nous faisons au sein de mon établissement. Non, nous faisons cela partout dans le pays, parce que cela fait partie des attendus de la mobilité, et donc c'est quelque chose que nous faisons pendant toute la durée du projet. Après chaque phase de mobilité, il y a une phase de mise en œuvre. La mise en œuvre consistant à améliorer le programme d'enseignement, par exemple en abordant de nouveaux sujets. En fait, on peut dire que nous fonctionnons comme une grande famille. Donc, cet établissement est un établissement d'enseignement et de formation professionnelle, EFP. Nous partageons donc notre expérience en organisant le nombre de réunions idoines et en développant des enseignements innovants. Une fois que tout cela est fait, ces activités sont validées au niveau national en tant que composante de la formation professionnelle. Il y a un système de points qui récompense les initiatives, et donc cela permet d'aboutir, de compléter le processus par une validation par les autorités nationales. Alors, merci beaucoup, Daniela, pour cette présentation. Cela me paraît vraiment très intéressant. Vous avez fait preuve d'une grande efficacité, et cela repose, je pense, sur votre approche très méthodique, très systématique. Vous avez en effet fait tout ce qu'il fallait pour donner à vos collègues formateurs et enseignants la possibilité de s'intéresser à ces techniques innovantes. Je vais maintenant donner la parole à Lia Erasti. Nous allons donc entendre parler de ce qui a été fait au Pays Basque, à Bergara. Ici, il s'agit de processus industriels avancés. Lier, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Lier Erasti et je suis coordinateur pédagogique pour un centre de formation à l'apprentissage de la mécanique. Nous sommes donc, le centre est situé près de la frontière française. Et nous avons 6 enseignants et un certain nombre d'étudiants. Nous sommes un centre industriel. Nous ne sommes pas un grand centre, mais nous recevons néanmoins le soutien du gouvernement basque. Est-ce que nous pouvons passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Donc, le cadre dans lequel nous opérons s'appelle ETASI, E-T-H-A-Z-I. Et donc, c'est dans le cadre de ce programme que nous recevons un soutien du gouvernement basque. Cela a été développé et mis en place en 2013-2014. Et il s'agit là d'apprentissage collaboratif dont vous voyez les principales caractéristiques à l'écran. Donc, l'intermodularité fait partie de ces caractéristiques clés. Nous voulons rester au plus près de la réalité. Et bien entendu, l'an dernier, nous avons rencontré un certain nombre de défis. Nos étudiants travaillent en équipe. Cela leur permet de faire progresser leur apprentissage en travaillant entre pairs. Et en fait, cela leur donne également une idée assez précise de ce qu'est un environnement de travail réel. Le processus d'apprentissage ou l'environnement d'apprentissage est contrôlé par un certain nombre d'enseignements. Nous avons une réunion d'équipe, donc à 6, et nous vérifions donc quel est le matériel pédagogique utilisé. Ce qui nous avantage ici, c'est que nous sommes 4-5 formateurs et nous formons les mêmes étudiants pendant toute la durée d'une année, ce qui permet donc une interaction particulièrement appropriée.
L'évaluation et l'évaluation des compétences est quelque chose de particulièrement important. Nous vérifions donc les compétences techniques ainsi que les compétences transversales. Pour ce qui est des compétences techniques, nous avons un système d'examen puisqu'il faut qu'un certain nombre de connaissances soient acquises afin de pouvoir progresser. Nous organisons également des ateliers. Ils peuvent vérifier combien d'heures ils ont effectué en atelier et leur capacité à utiliser les machines. Nous avons, pour ce qui est des compétences transversales, un outil d'évaluation et je dois dire en fait que c'est quelque chose que les étudiants font assez spontanément. L'évaluation, c'est bien entendu très important parce que cela permet de donner un retour aux étudiants, ce qui améliore leur processus d'apprentissage. Nous leur indiquons ce qui est bien, nous leur indiquons également les domaines sur lesquels ils doivent s'améliorer et se concentrer. Et nous leur donnons des pistes pour le faire. Nous avons des espaces d'apprentissage adaptés. Là, nous avons de la chance parce que nous pouvons opérer au sein d'un nouveau bâtiment tout neuf, construit en 2019. Nous avons des espaces flexibles, espaces ouverts et une organisation de l'espace qui permet d'améliorer l'apprentissage et le travail collaboratif. Alors, Julian? Oui, c'était très intéressant. Là encore, ce que je relève, c'est votre approche très systématique. Vous avez l'espace qu'il faut, vous avez la dynamique qui permet un apprentissage collaboratif. Et donc, je suis vraiment impressionné par ce que vous avez réussi à faire et toutes les améliorations que vous avez apportées vous permettent de créer un environnement d'apprentissage de la meilleure qualité. Alors, c'est maintenant le moment de me tourner vers vous et de solliciter vos questions. Je n'en vois pas encore, mais en tous les cas, c'est le moment pour les questions et les réponses. Et donc, si vous postez vos questions, eh bien, nous pourrons ensuite y répondre. Alors, pour briser la glace, je vais moi-même en poser une, puisqu'il semblerait qu'il n'y en ait pas. L'IR. Il est parfois un peu compliqué de convaincre les enseignants de faire évoluer leur méthode d'enseignement. En particulier quand il s'agit donc d'enseignants ou de formateurs qui ont une riche expérience et qui ont été d'excellents enseignants pendant de nombreuses années. Donc comment est-ce que vous les incitez à évoluer? Oui, vous avez tout à fait raison, Julian. C'est en effet difficile parce que cela repose sur un changement de culture et en effet, des enseignants expérimentés n'ont pas forcément envie de faire évoluer leur enseignement, mais grâce au soutien institutionnel que nous recevons, nous pouvons avoir un poste de coordinateur qui renforce une culture commune et qui incite tout le monde à évoluer ensemble. Et donc, je crois qu'au sein des discussions d'équipe, nous pouvons donc faire évoluer les choses. Et en fait, l'expérience est vraiment positive. Merci beaucoup pour cette réponse. Et je crois que c'est important de souligner que l'expérience est positive. En effet, si tout le monde travaille dans un environnement qui est positif, cela est évidemment très favorable à faire évoluer les choses. Daniela, je me tourne vers vous maintenant. Vous avez dit que vous faisiez avancer les choses en sollicitant plus particulièrement les enseignants qui sont motivés, se tournent spontanément vers l'innovation. Que faites-vous avec vos collègues qui sont peut-être moins disposés à innover? Réponse de Daniela. Alors, en fait, très honnêtement, tout le monde a envie d'innover, de faire évoluer les choses.
notre directeur, par exemple, est quelqu'un qui a su instiller cette culture au sein de toute l'équipe. Il est très ouvert, toujours curieux de ce qui se fait de bien. Alors oui, dans certains établissements en Serbie, il y a d'ailleurs un très bon cadre législatif qui oblige les enseignants à acquérir 100 points en l'espace de 5 ans en faisant de la formation professionnelle. Cela fait partie des formations qui sont dispensées aux formateurs. C'est ainsi que nous procédons, donc cela fait partie aussi d'une culture nationale. Cela se fait à travers des ateliers, des formations, et donc quelque part, ce que nous proposons, c'est un accès facile justement pour l'acquisition de ces points de formation. Nous sommes 10 enseignants d'anglais au sein de mon établissement et la collaboration est étroite. Alors je l'ai déjà dit, il y a une coopération entre les différentes équipes. Par exemple, moi, je suis dans le domaine de l'aviation et je suis obligé, en tant qu'enseignant d'anglais, de m'y connaître un petit peu en aéronautique, même quand je ne suis pas spécialisé. Et donc, je vais parler à mes collègues qui, eux, sont des spécialistes d'aéronautique, parce que eux, parfois, ont les compétences linguistiques. Donc, nous devons travailler ensemble, en particulier quand ils doivent faire cours en anglais. Donc, ce n'est pas simplement un processus formel, simplement pour cocher les cases. Oui, il y a cet aspect-là aussi, mais en fait, cela repose sur quelque chose de véritablement spontané. Donc, cette dimension spontanée, c'est parce que nous comprenons bien que cela est bon pour nous et bon pour nos étudiants. Par exemple, quand je reviens d'une mobilité, d'une phase de mobilité, et que je partage de nouveaux outils numériques qui m'ont été présentés ou de nouvelles ressources, eh bien, j'en discute avec mes collègues pour savoir si c'est approprié, si la mise en œuvre est possible dans notre environnement, etc. Merci beaucoup, Daniela, et merci pour cette réponse très complète qui nous permet de bien comprendre comment vous réussissez à faire si bien. Je vois qu'il y a une question ici de Sandra Mangas et elle a une question en ce qui concerne l'outil d'évolution des compétences. Est-ce que c'est quelque chose que les enseignants ont créé afin d'évaluer leurs étudiants? Est-ce que vous pourriez partager cet outil? Est-ce que nous pourrions en accès? Lier, vous pouvez répondre à cela, s'il vous plaît. Technica, the Applied Research Center that is under the Basque government Oui, design. alors c'est en fait un outil qui qui a été développé au niveau du gouvernement régional basque. Et cela est, encore une fois, est appliqué aux compétences transversales. C'est un domaine où ce sont des compétences qui ne sont pas très, très faciles à évoluer, à évaluer. Alors, je pense qu'en vous adressant peut-être aux autorités basques compétentes, vous pourriez avoir accès à cet outil. Donc, il y a aussi une pondération entre évaluation de la part des enseignants, disons 70%, et évaluation des étudiants. Ce qui veut donc dire que même si les étudiants n'ont pas la part principale de l'évaluation, ils peuvent quand même s'approprier cet outil et contribuer à son utilisation. Julian, merci Alors, beaucoup. merci beaucoup. We're proposing on the basis of this session is to try and set up practice exchange communities where there would be an opportunity to share this kind of practice. And if we decide Merci beaucoup. this is the practice exchange community which members of the NA network Effectivement, si nous décidons que des membres du réseau de l'excellence veulent faire partie de ces communautés, eh bien, elles peuvent être invitées pour parler de cet outil. Donc, je pense que ce que l'on peut tirer comme enseignement de tout cela, c'est que nous avons besoin de temps. Il est difficile pour un seul centre de faire tout le travail. Si vous avez
un centre qui veut investir dans un outil d'évaluation, eh bien, cela a du sens de le partager. Il y a une question de Akar Botsanov qui demande combien de crédits pourrait gagner un enseignement dans le cadre d'un programme spécifique. Alors, Daniela, imaginons qu'un orateur ait participé à un programme et développé une nouvelle méthode d'enseignement. Eh bien, combien de crédits gagnerait l'enseignant, pardon. Je ne suis pas certaine, il faut que je vérifie et je pourrais partager cela plus tard. And credits, but for example, just think of about 20. Alors, vous pouvez penser à un ordre de grandeur de 20 crédits pour une formation interne, donc au sein de mon institution. Donc, cela dépend si je suis le présentateur ou la présentatrice, donc peut-être que je gagne plus de crédits en fonction de l'importance de l'activité que je présente, et les participants gagnent également des crédits. Donc il faut toujours justifier votre travail, faire part des conclusions. Donc c'est plus qu'une simple réunion autour d'un café. Il faut préparer la réunion, il faut préparer la leçon. Et il faut faire tout cela, et ainsi l'organisateur et les participants gagnent des crédits. Je pense que ce que tu as dit, Daniela, c'est très important. Effectivement, c'est différencié. Plus on fait, plus on gagne de crédits. Et ce n'est d'ailleurs, ce n'est pas en participant à un cours de 3 jours que l'on gagne des crédits, c'est vraiment en enseignant que l'on peut gagner des crédits. Donc, je vais arrêter de prendre des questions. Donc, il y en a davantage, mais je ne vais pas avoir le temps, car j'aimerais repasser la parole à Floriane. Floriane va ouvrir la parole à davantage de participants. Floriane, à toi la parole. Merci, Julian, et merci à nos orateurs et à nos oratrices, et merci à ceux qui ont posé des questions. Alors, nous allons organiser un bref sondage au moyen de Mentimeter. Donc, je vais demander aux techniciens de publier le lien dans le chat. Donc, à tous les participants, veuillez cliquer sur le lien dans le chat. En cliquant sur le lien, vous aurez une enquête qui va apparaître. Dès que vous aurez fini de répondre à l'enquête, revenez sur Zoom et nous montrerons les résultats. Alors, pour ce qui est de la question, Julian l'a mentionné. L'ETF a l'intention de mettre en place une communauté d'échange de projets pilotes. Et nous aimerions prendre en compte vos réponses pour lancer cette communauté. Donc, comment utiliseriez-vous une telle communauté? Vous pouvez répondre en choisissant un ou plusieurs choix. Donc, si vous choisissez en premier, le choix que vous faites en premier, c'est celui qui a la plus grande priorité. Comment utiliseriez-vous une telle communauté et quel thème souhaiteriez-vous que la communauté traite? Je vous donne quelques minutes. Une fois que vous avez répondu, vous pouvez revenir sur l'interface Zoom car nous montrerons les réponses. So maybe 2 more minutes. There are still some answers coming in, so we wait maybe 1 more minute and then we'll hand back to Julian to look at the results.
Alors, encore quelques instants, puis nous donnerons la parole à Julian pour parler des résultats. Okay. Do you want to reflect on the first answer, Alors, first question, maybe Julian, and then Julian, tu veux peut-être parler des réponses à la première question? Oui, bien sûr. Merci, Florian. C'est pour ça qu'on a bientôt plus de temps pour cette session. Je sais qu'il est clair que nombre de personnes ont envie d'échanger des pratiques, mais il y a un nombre similaire d'individus qui veulent également coopérer. Donc, ils veulent échanger, mais ils veulent également coopérer. Je pense que c'est intéressant et de voir qu'il y a cette disposition à la collaboration. Alors, peux-tu partager les résultats pour la deuxième question? Okay, so that's rather exciting because C'est plutôt enthousiasmant. because we provided a Alors, menu nous avons of different areas for these practice exchange communities. offert une sélection de différents intérêts. Ce qui a obtenu le plus de réponses, c'est le développement des enseignants. Puis il y a la formation des adultes et la formation continue, puis les compétences vertes et enfin l'inclusion sociale. Donc le message est clair. Le projet, c'est de commencer rapidement à faire davantage de recherches. Donc cela vous permettra de mieux identifier la plateforme, mieux identifier la coopération. Et d'ici là, nous lancerons rapidement, je l'espère, des communautés d'échange de pratiques, ce qui nous permettra de mieux identifier les avantages que nous pourrons en tirer. Donc je vais m'arrêter maintenant. J'aimerais remercier les présentateurs pour leur participation et je suis ravi qu'ils fassent du bon travail dans leurs écoles. Je vais maintenant redonner la parole à Daria. Merci. C'est à moi, Julian. Florian, oui, pardon, c'est à toi. Oui, effectivement. C'est à moi. Donc, nous allons passer au chapitre 2, le rôle des centres d'excellence professionnels en matière d'apprentissage par le travail. Donc, il s'agit ici d'épauler l'apprentissage par le travail au sein des entreprises. Donc, nous savons que l'apprentissage par le travail est essentiel pour la collaboration avec les entreprises. Et c'est également une des compétences clés du réseau d'excellence de l'ETF. Donc, il y a notamment l'Arménie, la Bélarus, la Macédoine, République de Macédoine du Nord et le Kazakhstan. Donc, une étude a été menée pour identifier les opportunités de développement et de coopération. Et pour ce qui est du moyen et du long terme, il s'agit d'analyser le progrès des membres. Il s'agit notamment d'offrir des opportunités via des centres d'excellence basés au sein de l'Union européenne. So Stefan Thomas, who is a specialist in VET policies and system at the... Donc il y a Stéphane Thomas qui va prendre la parole pour l'ETF. Stéphane, peux-tu nous parler de l'initiative? Yeah, thank you, Florian, and good morning to all of you. Merci, Florian. Bonjour à chacun d'entre vous. I hope so. Yes, we can hear you well. Thanks. So we have actually been observing for some time that, let's Cela say, fait un moment que nous observons options or work-based learning. Les pays qui mettent en place davantage d'apprentissage par le travail. Et nous voyons que dans ce cas, le rôle des institutions de formation professionnelle
est cruciaux. Les écoles, les institutions de ce genre peuvent faire beaucoup, peuvent aider les entreprises à trouver les bonnes entreprises et vice-versa. Les institutions de formation professionnelle peuvent garantir la bonne préparation des étudiants lorsqu'ils se rendent dans les entreprises. Mais il peut également s'agir de bien préparer les adultes. Il faut être conscient que les jeunes étudiants dans de nombreux pays, les jeunes étudiants doivent faire leur choix professionnel à un très jeune âge. Donc, il peut également s'agir de fournir de l'aide aux formateurs. Together, schools and companies have a role in developing curricula and learning plans Les écoles et les entreprises for the workplace. doivent développer des cursus d'apprentissage qui peuvent être mis en place sur le lieu de travail. Enfin, les établissements peuvent également mettre en place des There are many more. So what we want you to know évaluations pour happening in our partner countries. évaluer ce qui a été appris sur le lieu de travail. You mentioned already the 6 countries we're working with in this Donc, on a project. parlé des 6 pays partenaires dans le cadre de ce projet. Want you to give them or some schools in those countries the opportunity to connect and to meet. Nous avons voulu donner à ces écoles, à ces établissements, la possibilité de se rencontrer virtuellement pour l'instant, mais nous espérons que cela change. Alors, de façon plus tangible, cette initiative You mentioned permet à ces établissements de formation professionnelle, donc l'Arménie, l'Albanie, le Bélarus, le Kazakhstan, la Moldavie et la Macédoine du Nord, de procéder à un état des lieux. Et opportunities donc, nous aurons une meilleure idée des opportunités de collaboration et d'amélioration avec les autres, Florian, we do avec this également les partenaires au sein d'États membres. Florian, tu l'as dit, nous collaborons avec from their recent une experience. association de FP de Lettonie. Et nous avons tiré parti de l'expérience. Ils ont mis The system is en based place un excellent système qui leur permet d'intégrer une telle formation dans leur système. Donc, ils ont un système qui fonctionne de façon excellente avec les pays voisins de la région balte. Je veux notamment parler de l'Alliance balte pour l'apprentissage avec leurs voisins, la Lituanie et l'Estonie. Nous sommes ravis que tous ces pays, tous ces établissements fassent partie du projet et nous nous réjouissons d'avance des futures étapes du projet. 3 guest speakers. Je suis ravi de souhaiter la bienvenue à 3 orateurs invités. You had a look at Ilse Brandt. learning practices. How do you see the situation in the 7 schools? Please. Selon vous, quelle est la situation dans ces 7 écoles? Hello, everybody. Bonjour à tous, chers collègues. Je suis Ilse Brandt Vocational Education Association de of Latvia. l'association lettonne de la formation professionnelle. Je suis directrice d'une école technique. Of vocational education with the requirements of employers, various solutions and new forms Alors, of training are searched. One of them, the implementation il est important de mettre en place des systèmes de formation professionnelle dans le cadre de l'apprentissage par le travail. En Lettonie, nous avons de l'expérience en la matière depuis 2013. Il faut tirer parti de l'expérience d'autres pays dans le cadre de la mise en œuvre de l'apprentissage par le travail. European Training Foundation. C'est en collaboration avec l'ETF que nous avons analysé l'expérience de 7 établissements de formation professionnelle. 7 établissements dans 6 pays, donc l'Albanie, l'Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, la Moldavie et la République de Macédoine du Nord. Donc l'association lettonne de la formation professionnelle a conçu une étude. Donc cette étude est divisée en 2 volets. Premier volet,
work-based learning implementation process. Informations relatives au processus de l'apprentissage par le travail And second part, the dans les 7 établissements. Et deuxième volet, le rôle des établissements implementation work-based learning. euh, d'établissements de formation professionnelle dans l'apprentissage par le travail. On voit ici sur ce slide la mesure dans laquelle les établissements de formation sont impliqués dans l'apprentissage par le travail. Means is to very large extent. Donc, on voit en bleu que l'implication est grande. On voit que les 7 centres de formation professionnelle, d'excellence professionnelle, sont impliqués dans l'apprentissage par le travail. Learning together with companies in all teaching programs and will have new On voit experience. également que ces centres d'excellence professionnelle sont impliqués dans le développement de programmes liés à l'apprentissage par le travail. Allow us to conclude. Donc, cette étude nous permet should work more. Next. de mieux identifier les possibilités d'amélioration dans ces établissements de formation professionnelle. Alors, on voit ici sur ce slide que ces centres d'excellence professionnelle jouent un rôle de liaison avec les entreprises, mais permettent également à des entreprises de tester la mise en œuvre de l'apprentissage par le travail, permettent également de développer des critères relatifs à l'évaluation de l'apprentissage réalisé sur le lieu de travail. Mais ce système permet également d'impliquer les entreprises dans le développement de tels programmes. It is very important that all COVES believe that Il est important que tous ces centres d'excellence professionnelle soient conscients qu'il faut renforcer la coopération entre les entreprises et les établissements de formation professionnelle. S'il y a une telle collaboration, il y a une meilleure qualité en matière de formation professionnelle et d'enseignement professionnel. Il faut que l'enseignement professionnel réponde aux besoins des employeurs. Et les employeurs deviennent ainsi co-responsables de la mise en œuvre du processus de formation. Et par conséquent, cela renforce le prestige des établissements d'enseignement professionnel et de l'enseignement professionnel au sens large. C'est la clé du succès de l'apprentissage par le travail. Et pour obtenir ce succès, il faut que l'entreprise soit impliquée. Avec mes collègues de l'école technique où j'officie, nous croyons fermement à cette approche. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Ilse. Hello everyone, my name is Agris Ruperts and Bonjour à tous, mon nom est Agris Ruperts. Je suis le proviseur d'une école technique et je suis également le président de l'association lettonne de formation professionnelle. Comme Ilse l'a mentionné, nous avons préparé un questionnaire que nous avons diffusé auprès des 7 établissements qui ont participé à ce programme. Nous avons également réalisé des entretiens avec chacune de ces écoles afin d'avoir une clarification des réponses.
opportunities common for all these 7 schools. Donc, nous avons identifié des opportunités pour cette école au vu des réponses apportées au questionnaire et au vu des entretiens, et nous allons parler de 4 de ces éléments, 4 de ces opportunités. Dans un premier temps, comme cela a été dit, nous avons découvert que l'apprentissage par le travail n'est pas mis en œuvre dans le cadre de tout programme de formation professionnelle. Parfois, ça l'est, mais cela dépend de la spécialisation de l'une ou l'autre école. Alors, c'est une véritable opportunité de mettre en place l'apprentissage par le travail, et ce, dans chaque programme de formation professionnelle. Mais, selon moi, il peut toutefois y avoir des problèmes pour certaines spécialisations, notamment la comptabilité. Il se peut que des entreprises n'aient pas forcément envie d'avoir des étudiants qui fassent leur comptabilité, car ils pourraient estimer que cela relève du secret des affaires. Il y a certains sujets pour lesquels l'apprentissage par le travail pourrait être interdit, notamment en raison de l'âge. Je pense à des spécialisations relatives à l'énergie. Mais les écoles bénéficieraient d'une plus grande diffusion de l'apprentissage par le travail, car cela permet aux écoles d'économiser des ressources. Cela signifie que les écoles ne doivent pas acheter de l'équipement onéreux et complexe qu'il faudrait héberger dans l'école. Et en fait, avec l'apprentissage par le travail, les étudiants peuvent aller sur le terrain dans les entreprises. Alors, autre élément qui est ressorti de l'enquête, c'est qu'il est difficile pour les écoles de travailler avec les entreprises et d'éveiller leur intérêt pour l'apprentissage par le travail. Mais en tant que prestataire de services éducatifs, de formation, il faut mettre en lumière ce besoin. Dans de nombreux pays, la pénurie de main-d'œuvre est de plus en plus forte. Et en impliquant les entreprises dans le cadre de l'apprentissage par le travail, dès le début de ce processus connectera un meilleur succès. Et cela pourra permettre aux entreprises de redorer leur blason. Autre opportunité, si l'on met en place l'apprentissage par le travail, il est possible d'adapter les cursus aux besoins du marché du travail. Dans de nombreux pays, la répartition de la théorie et de la pratique dans le cadre de l'apprentissage par le travail est réglementée par l'État, mais on peut être plus flexible. Et l'on pourrait ainsi renforcer le programme de formation et le rendre plus adapté aux besoins des entreprises. Il est parfois plus facile que les entreprises fassent partie d'associations professionnelles. Comme ça, l'établissement de formation peut directement communiquer avec l'association et pas avec une entreprise individuelle. Et dans ce cas, c'est une situation gagnant-gagnant. Si la coopération est couronnée de succès, l'on pourra faire la publicité des succès de cet apprentissage par le travail et les entreprises amélioreront leur image et les établissements de formation attireront davantage d'étudiants.
Mais il faut pouvoir éveiller l'intérêt des entreprises. Et pour cela, nos collègues issus des 7 écoles nous donneront davantage d'informations la semaine prochaine. Merci beaucoup, Agris. C'est très intéressant. Merci pour cette excellente introduction, pour cet aperçu. Beaucoup d'informations que nous pouvons exploiter. J'aimerais maintenant donner la parole à Zanarbek, Yaril Gassinov. Il est le directeur d'un établissement d'enseignement pétrotechnique au Kazakhstan. Alors, pouvez-vous nous donner un bref aperçu de votre établissement? Merci beaucoup. Mon nom est Janarbek Yaril Gassinov. Je suis le directeur de l'établissement pétrotechnique situé dans la partie occidentale du Kazakhstan. Donc, l'établissement APEC Pétrotechnique est un établissement de pointe qui a été fondé en 2013. Et l'on forme dans 8 spécialités du secteur gazier et pétrolier. Il y a pour l'instant 1370 étudiants. La formation est donnée en anglais, ce qui permet aux diplômés d'avoir plus d'opportunités d'emploi. Notre programme est modulaire, ce qui donne une certaine flexibilité et nous permet également de mettre à jour nos modules de formation si les besoins du marché du travail changent. Industrial councils and technical committees, taking into account new achievements of science and educational practice. When I'm talking about the industrial council, which consists of the companies providing or working in the. Il s'agit également de collaborer avec les entreprises du secteur au Kazakhstan afin d'avoir une meilleure collaboration. Merci beaucoup pour ce bref aperçu. Alors, je voulais poser une question. Dans votre établissement, comment est-ce que vous organisez l'apprentissage par le travail avec les entreprises? Alors, lorsque l'on travaille avec les groupes industriels dans ce domaine, eh bien, nous parlons d'abord des exigences qu'elles ont. Et c'est un élément crucial pour nous, l'apprentissage par le travail. Donc, c'est un système d'éducation dual. Et c'est un système d'éducation qui est absolument nécessaire actuellement. Ainsi, les employeurs peuvent se préparer et donc réduire le temps nécessaire à la formation et à la recherche d'employés aptes. Donc, nous avons 2 volets dans notre système. D'abord à l'école, puis ils vont sur le lieu de travail pour mettre en place ce qu'ils ont appris. Après le diplôme, eh bien, nos étudiants sont 98% à trouver du travail. Donc, j'ai une autre question. Alors, pour faire le lien avec l'association lettonne de la formation professionnelle, quelles seraient les principales thématiques de coopération? As my colleague earlier mentioned, we are also actively participating in the. Alors, comme l'a dit mon collègue, Also from the educational system and this work-based learning, we do have a similarity, of course, but some differences. So, participons à ce genre d'initiative
notamment à travers le partage avec d'autres établissements.